Quel rôle le hasard joue-t-il dans votre vie de lecteur, de lectrice? Salut, c'est Simon et aujourd'hui, mes impressions de lecture de The Color Purple de Alice Walker. Dans la dernière année, il y a beaucoup de livres que j'ai lus dont j'ai pas eu l'occasion de vous parler et dont j'ai envie de vous parler. Alors, je vais essayer de faire un rattrapage pendant les semaines d'été et je commence tout de suite par deux œuvres du sud des États-Unis écrites par des femmes qui ont à voir avec le début du 20e siècle et surtout, qui sont arrivées à moi un peu par hasard. À Zurich, parfois, il y a des gens qui mettent des boîtes en bord de rue à donner et il y a des livres. Et je ne suis pas capable de ne pas aller voir les pauvres petits orphelins qui attendent là. Et là, j'ai pris mon petit bonheur, je l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure. Viens-t'en dans ma maison. Alice Walker est née en 1944 en Géorgie. Elle était la plus jeune de 8 enfants. Quand elle était à l'école, c'était encore le système séparé, ségrégationniste. Elle a toujours bien réussi à l'école, à gagner des bourses. En 1968, elle a fait paraître son premier livre, un recueil de poésie intitulé Once, et en 1970, son premier roman intitulé, et là il faut que je regarde, The Third Life of Grange Copeland. Elle a enseigné la littérature, notamment la littérature des femmes noires. Elle a travaillé pour des groupes de défense des droits sociaux. Elle a été éditrice du magazine Ms, a travaillé avec Gloria Steinem. Elle s'implique pour les causes féministes, pour les causes antiracistes. Je trouve sous son nom 13 romans, 10 recueils de poésie et une douzaine de ce qu'on appelle en anglais non-fiction. The Color Purple a été publié en 1982 et en 1983, il s'est remporté le Pulitzer Prize for Fiction et le National Book Award for Fiction. En 1985 est sortie l'adaptation cinématographique du roman par Steven Spielberg. Il est considéré comme le véritable lancement de la carrière de Whoopi Goldberg, qui tient le rôle principal. Oprah Winfrey joue dedans, Danny Glover, avec une musique de Quincy Jones. C'est un roman épistolaire. Et la narratrice, Célie, ça commence quand elle a 14 ans. Elle écrit des lettres à Dieu, Dear God. Célie est l'aînée d'une famille assez nombreuse et son père l'abuse verbalement, physiquement, sexuellement. Elle est 2 fois enceinte des viols de son père et à chaque fois, elle pense que son père a tué les bébés. Elle essaie de protéger sa jeune sœur des mêmes abus. À un moment donné, un homme arrive et veut épouser sa jeune sœur, Nettie. Et bon, l'homme s'appelle Mr. Mr. est veuf et il avait besoin d'une femme pour s'occuper de ses enfants. Et le père décide, non, Nettie est trop bonne, elle est trop intelligente, elle doit rester à l'école, alors tu épouses Célie. Et il poursuit les cycles d'abus, lui aussi, il l'insulte, la méprise, la bat et la viole régulièrement. Et ses enfants maltraitent eux aussi Célie, qui est ni plus ni moins la bonne à tout faire. Mr. devient plutôt paresseux et elle s'occupe même du champ de coton. Et tout ça, ce que je viens de vous raconter, c'est tout au début. Le livre s'étend sur plus de 30 ans, probablement même presque 30-40 ans, et il y a évidemment beaucoup de péripéties, même si, vu que c'est des lettres, la lettre nous met à jour sur là où on est, et puis une lettre un peu plus tard, sur des intervalles réguliers, donc on comprend qu'il s'est passé des choses entre chaque lettre. Il y a beaucoup de personnages féminins très forts qui entrent dans la vie de Célie et qui vont l'influencer. D'abord, il y a Sophia. Sophia, c'est la femme de Harpo, le fils de Mr. Sophia est une femme forte, je l'imagine, moi, assez grande et carrée, mais surtout qui ne s'en laisse pas du tout imposer, qui refuse de se faire donner des ordres par son mari, qui n'a aucun problème à le battre en retour quand il essaie de la frapper. Ce personnage fort est magnifique et il montre à Célie que c'est possible de dire non. C'est possible de résister. Un autre personnage féminin fascinant qui est très important pour Célie, c'est Shug Avery. Shug est une chanteuse jazz blues qui fait des tournées, qui est admirée, adulée par tous les hommes, mais qui est surtout une maîtresse de longue date de Mr. Célie est fascinée par Shug Avery et puis Mr. l'amène dans sa maison, dans la maison avec sa femme. Donc c'est un peu scandaleux qui est sa maîtresse et sa femme. Et Shug, au début, elle traite Célie un peu mal, mais peu à peu, une amitié incroyablement forte va s'établir entre ces deux femmes-là, qui va devenir beaucoup plus importante que la relation sexuelle que Shug a avec Mr. Célie n'est pas jalouse, elle dit s'il y a des relations sexuelles avec toi, il ne vient pas me violer. Et puis cette amitié deviendra dominante dans le roman, deviendra même jusqu'à une amitié érotique, sexuelle. C'est très beau et c'est notamment par là que Célie va s'épanouir. C'est un roman très dur. Il y a le thème du racisme qui est très présent. Il y a aussi ce racisme
entre les Noirs, quelqu'un qui a la peau plus blanche, le rapport entre les États-Uniens de peau noire et les Africains, donc il y a des passages d'un colonialiste, d'un missionnaire. Ensuite, il y a évidemment le thème du sexisme. Les femmes sont les objets des hommes, elles sont les servantes des hommes. Et en réalité, même si c'est pas un essai et ça explique pas l'intersectionnalité, ça l'illustre d'une certaine manière, Célie est dans une position où elle est victime du racisme contre les Noirs et du sexisme macho des hommes de cette époque. Dans les thèmes difficiles, l'inceste, les abus sexuels, les viols, la langue autour des viols, c'est assez discret. C'est comme si Célie se refermait en elle-même et qu'elle décrivait de manière presque factuelle ce qui se passe. Elle décrit comment elle se ferme et la violence passe presque par ce silence-là. Donc, dans les thèmes sexualité, érotisme, sensualité et homosexualité et certains éléments hors normes comme le mari qui amène sa maîtresse chez sa femme, la maîtresse de Harpo qui s'occupe des enfants de la femme emprisonnée. Le thème de la famille est très fort et en conséquence aussi du pardon ou de comment vivre avec les blessures du passé. Célie évolue, elle s'épanouit. C'est vraiment très beau. Toute la violence et la dureté de ces thèmes-là est travaillée dans la maturité du personnage qui grandit, notamment au contact de Shug Avery. Célie devient heureuse, s'épanouit sexuellement, elle se rend compte que, wow, un orgasme. Elle devient femme d'affaires, elle devient celle qui a plus de pouvoir que Mister. Et ça a beau être très dur, c'est très positif, c'est très empowering à la fin. Mais ce qu'il y a de plus beau dans ce roman-là, c'est la langue. Quand Célie est tout petite, son père l'enlève de l'école en disant qu'elle est laide, elle n'est pas intelligente et que c'est Nettie qui devrait rester à l'école. Donc Célie s'occupe de la maison et des enfants. Nettie, en arrivant à la maison le soir, elle enseigne à sa sœur tout ce qu'elle a appris à l'école. Et au tout début, Célie parle d'une manière très désarticulée. C'est un anglais qui est très marqué par les accents du Sud, que moi je connais juste par, des films. Mais donc des verbes pas conjugués, des fois des phrases sans verbe. Harpo no better at fighting his daddy back than me. Des phrases presque télégraphiques par moment. Avec l'évolution de Célie, avec le fait qu'elle s'assume comme femme, avec le temps, avec les rencontres qu'elle fait, sa langue évolue et se transforme et se dirige vers un anglais de plus en plus correct, normatif. Évidemment, il y a encore le charme du Sud. Il y a une transformation dans le personnage qui passe concrètement par la transformation dans la langue. J'adore ces œuvres littéraires où la langue n'est pas juste un moyen, un vaisseau pour raconter une histoire. Pour moi, les œuvres les plus importantes, c'est celles où le matériau linguistique est lié fortement à ce qui se passe dans le récit, et c'est ce qu'on a là. C'est pour ça que c'est un roman si fort. Sans doute le film est-il bon. Il y a eu aussi une comédie musicale, mais je sens pas le besoin d'aller les voir parce que pour moi, ce que j'ai vécu en m'accrochant à la langue et en voyant ça, ici, ça peut pas être transmis par un film. On peut faire ce qu'on veut. La langue de la narration, je ne vois pas comment ça se passerait dans le film. C'est vraiment beau. C'est impressionnant, c'est touchant, cette langue crue qui évolue aussi, elle nous touche parce que justement, on a le côté cru de sa douleur, de sa vie rude qui va s'améliorer. C'est beau de voir l'évolution des 30-40 premières années du 20e siècle. Et en passant, The Color Purple. C'est la couleur préférée de Célie. Il y a probablement des allusions symboliques qui m'ont échappé. Ça revient une fois de temps en temps, mais ça culmine un peu dans son rêve, dans son accomplissement à elle. C'est à lire. Je vous le recommande. Je ne sais pas de quoi a l'air la traduction française. En ce qui me concerne, je vais continuer à ramasser des petits bonheurs sur le bord des rues parce que le hasard a très bien fait les choses. Quel rôle le hasard a-t-il dans votre vie de lecteur, de lectrice? Est-ce qu'il y a des coups de cœur magistraux qui sont arrivés comme ça parce que, je ne sais pas, je le prends? Laissez ça dans les commentaires en bas. Ne manquez pas de vous inscrire à la chaîne. Et puis, jusqu'à la prochaine fois. Bonne lecture.